Bonjour à tous et bienvenue à nouveau. Nous sommes rejoints aujourd'hui par Larry Johnson, ancien analyste du renseignement à la CIA. Donc, bienvenue à nouveau dans l'émission. Toujours un plaisir d'être avec vous, Glenn. J'apprécie nos discussions. Eh bien, je pense qu'il n'est plus exagéré de dire que Trump est devenu un président de guerre, mais il semble aussi qu'il soit un président de guerre en échec, ce qui a des conséquences non seulement sur le champ de bataille, mais aussi parce qu'il ne réussit pas vraiment dans les guerres au Moyen-Orient ou contre la Russie. Mais cela semble également avoir des conséquences très larges, car les Russes, les Iraniens, les Chinois, tous ces pays, qui, je suppose, devraient créer un équilibre naturel des pouvoirs, non pas militaire, mais simplement pour éviter une concentration excessive du pouvoir. On les voit au contraire coopérer de plus en plus contre les États-Unis, ce qui, je pense, n'est bénéfique pour personne. Mais ce que je trouve fascinant, c'est que les Américains ne votent généralement pas pour la guerre. Bush était censé s'opposer à la politique de nation building de Clinton. Obama a été élu sur le thème du changement. Et Trump aussi devait mettre fin aux guerres sans fin. Il devait également être le président de la paix. Donc il semble que les Américains votent toujours pour le président de la paix, mais qu'ils obtiennent l'inverse. J'aimerais donc examiner certains de ces différents conflits que nous connaissons. Et je me suis dit qu'il serait peut-être judicieux de commencer par le Moyen-Orient. Et encore une fois, chaque jour, en me réveillant, je dois vérifier quel pays Israël attaque. Je me demandais jusqu'où cela pourrait aller, car Israël lui-même commence à être surmené, n'est-ce pas? Oui, c'est là le point crucial. Israël ne dispose pas de ressources illimitées, de capacités illimitées, ni de main-d'œuvre illimitée. Tout est limité. C'est un petit pays, seulement 8 millions d'habitants, probablement moins aujourd'hui, avec le nombre de personnes qui ont fui à l'étranger à la suite des différents conflits et attaques, tant de la part des Houthis que de l'Iran. Ce qui me fascine vraiment, je reviens sans cesse à l'imagerie d'un livre écrit par Leon Uris, il y a 50 ans, intitulé Mila 18. Il portait sur le soulèvement du ghetto de Varsovie par un petit groupe de combattants juifs et sur la façon dont ils ont tenu tête à l'armée allemande pendant 3 semaines. Eh bien, ici nous avons le Hamas, qui n'est pas lourdement blindé ni équipé d'armes sophistiquées. Ils ont des fusils, des pistolets, basiquement des armes légères. Ils disposent de quelques lance-roquettes et de certains explosifs qu'ils ont fabriqués eux-mêmes. Et ils affrontent ce qui est une armée moderne, avec des chars, de l'artillerie, des véhicules blindés de transport de troupes, des hélicoptères, des avions de combat capables de larguer des bombes, et des systèmes de renseignement avancés. Et malgré tous les avantages dont dispose Israël, il n'a pas réussi à vaincre le Hamas. Maintenant, je ne pense pas que ce soit un choix délibéré, car les Israéliens infligent des pertes terribles aux Palestiniens. Les Israéliens continuent eux-mêmes de subir des pertes importantes. Et la tension émotionnelle commence à se faire sentir, avec une augmentation des suicides parmi les soldats ou réservistes israéliens, car ce sont des personnes qui ont encore une conscience et sont hantées par le meurtre d'enfants et de femmes en particulier qui a lieu à Gaza. Ainsi, Israël essaie de se battre au Liban, de se battre en Syrie. Et encore, c'est une chose si vous avez des ressources illimitées. Vous pouvez les déplacer ici, les déplacer là-bas. Mais ce n'est pas le cas. Ils ont des ressources limitées. Et puis les Houthis continuent de lancer de temps en temps des missiles sur Israël. Et dans ce contexte général, ils continuent de menacer d'attaquer à nouveau l'Iran. Pourtant, ce que nous voyons se produire, c'est que l'Iran consolide désormais sa position militaire et politique en tissant des liens plus étroits que jamais avec la Russie et la Chine.
En fait, l'ayatollah Khamenei a envoyé Ali Larijani à Moscou avec un message direct de l'ayatollah à Poutine. Ainsi, contrairement au passé, où l'Iran hésitait à devenir trop dépendant ou à entretenir des relations trop étroites avec la Russie et la Chine, la situation s'est complètement inversée. C'est un changement total. Ils sont désormais en train de renforcer leurs liens et de travailler en coordination avec la Russie et la Chine. La Russie et la Chine collaborent volontairement et avec enthousiasme, car elles reconnaissent qu'elles font désormais face à une lutte mondiale contre l'Occident, menée par les États-Unis, qui ont pour objectif de détruire les trois pays. Les États-Unis veulent la destruction de la Russie, de la Chine et de l'Iran. Je pense qu'ils en ont désormais pris conscience et qu'ils ripostent. Il semble presque que la Troisième Guerre mondiale ait commencé, vu ce qui se passe actuellement. Eh bien, il ne s'agit pas seulement de la guerre contre l'Iran, mais aussi de la guerre en cours avec la Russie. Et bien sûr, il y a toujours ces discussions sur la guerre et la préparation des alliés à s'en prendre, également à la Chine. Mais le Moyen-Orient est vraiment unique à cet égard, étant donné qu'il y a tant de conflits différents qui se déroulent en même temps. J'imagine que le plus important, en ce moment, c'est la Syrie. Comment comprenez-vous cela? Le processus de découpage de la Syrie en sphère d'influence ou de morcellement du pays a-t-il déjà commencé, selon vous? Eh bien, je vais m'en remettre à vous, avec votre expertise historique. Mais je pense que c'est un exemple classique de puissance extérieure essayant d'imposer quelqu'un à un poste de direction qui n'a aucun lien organique avec le pays. Autrement dit, même si Al-Jolani, alias Al-Shara, est né, je crois, dans le sud de la Syrie, il ne représente aucun groupe ethnique particulier. Il ne représente aucun groupe tribal particulier. Il n'est pas connu pour avoir, entre guillemets, une vision de ce que la Syrie devrait être. En revanche, si l'on regarde ce qu'était l'ayatollah Khomeini, même s'il était en exil en France, ses enseignements, sa philosophie, ses discours ont tellement résonné auprès de segments importants de la société iranienne que lorsqu'il est revenu, il avait une base de soutien. Alors que Jolani Al-Shara, j'ai publié hier soir sur mon blog un dessin humoristique d'un certain Nemo. Et c'est un peu comme, vous savez, ces schémas de l'évolution que l'on voit, qui vont d'un mollusque marin jusqu'au singe, puis l'homme qui marche enfin debout. Quel serait le schéma évolutif de l'EI, d'Al-Nosra, du HTS, de Hayat Tahrir al-Sham, jusqu'à « Hey, je suis le président de la Syrie, Al-Shara ». Vous voyez, c'est complètement, il est un instrument, un dispositif artificiel créé par l'Occident pour essayer de donner l'illusion que d'accord, maintenant, nous avons un nouveau Syrien aux commandes. Et pourtant, il n'a aucune base naturelle, ni aucun lien avec les Druzes, les Kurdes, les tribus bédouines, les Alaouites ou les chrétiens. Donc, vous voyez, il n'a aucun pouvoir politique, ni aucune influence, à part le fait qu'il était à la tête d'un groupe terroriste issu de l'EI, qui a été aidé, créé et financé en partie par l'Occident, afin de contribuer à créer un récit pour se débarrasser d'Assad. Mais personne n'a réfléchi à ce qui allait se passer ensuite. Et puis, comment va-t-il acquérir de la légitimité? Donc, sans cette légitimité, c'est comme frapper une boule de mercure avec un marteau. Elle se fracture en différentes petites boules. Et donc, vous savez, les Bédouins combattent les Druzes. Il y a des divisions, même au sein des Druzes. Il y a les tribus sunnites, les attaques contre les Alaouites et les chrétiens. C'est tout simplement une recette pour un chaos continu. Et je pense que, vous savez, les États-Unis et la Grande-Bretagne n'ont absolument aucune capacité à réellement influencer les événements là-bas, si ce n'est pour créer ou prolonger le chaos. Et Erdogan, malgré ses prétentions à la grandeur, je pense qu'il a atteint les limites de son pouvoir.
Vous avez mentionné le mot chaos à plusieurs reprises. Et il ne semble pas y avoir de véritable grande stratégie derrière tout cela. À part, j'imagine, semer le chaos, puis régner sur une région divisée, fragmentée et chaotique. Si l'on regarde les 2 dernières décennies et plus, de l'Irak, la Libye, la destruction de la Syrie, menant aujourd'hui à la tentative de renversement d'Assad, les attaques djihadistes contre l'Iran, le Yémen, sans parler de la Libye et de Gaza. Aucun de ces conflits n'a abouti à une situation très favorable, ou du moins n'a apporté ni sécurité ni stabilité. Au contraire, il semble qu'il y ait des efforts pour simplement exploiter la faiblesse des États provoquée par toutes ces guerres. Mais cela aurait peut-être fonctionné, me suis-je dit, s'il y avait eu un hégémon. On affaiblit simplement tous les acteurs régionaux, puis on domine. Mais là, cela implique de nombreux grands acteurs, comme l'Iran, ainsi que d'autres comme la Chine et la Russie. Voyez-vous une collaboration entre grandes puissances ici? Car comme vous l'avez mentionné auparavant, il aurait été impensable que l'Iran s'associe aussi étroitement et devienne dépendant. Mais est-ce que ça fonctionne dans les 2 sens? Voyez-vous un soutien de la part des Chinois et des Russes? Je veux dire, considèrent-ils cela désormais comme une lutte mondiale contre les États-Unis? Oui, je pense que c'est exactement ce qui s'est passé depuis le début de l'opération militaire spéciale. Les États-Unis ne sont vraiment pas gouvernés par une vision stratégique. Et je le sais de manière indirecte par l'un de mes anciens collègues de la CIA, un ami. Il avait en fait été chargé de la cellule Iran en 2006. À cette époque, il y avait des discussions ouvertes sur l'attaque de l'Iran, le renversement du régime iranien, sa déstabilisation. Je me souviens qu'il a finalement quitté ce poste parce qu'il avait posé la question. D'accord, donc on se débarrasse de l'ayatollah et on fait tomber les mollahs. Et après? Et la réponse était « Oh, ne t'en fais pas, ça s'arrangera ». Ce n'est pas une vision stratégique. C'est juste frapper dans le vide, en espérant que quelque chose finisse par marcher. Ou, comme on dit, jeter de la gelée contre le mur et espérer qu'elle colle. Il n'y a donc aucune vision stratégique à ce sujet, si ce n'est qu'ils veulent affaiblir et détruire la Russie. Ils considèrent finalement la Chine comme la menace ultime qu'ils doivent éliminer. Et l'Iran n'est qu'une étape sur cette voie. Le problème avec ce qu'ils ont fait, c'est que si l'on remonte à 2015, lorsque le JCPOA a été négocié et signé, à ce moment-là, la Russie et la Chine coopéraient avec les États-Unis et l'Europe pour exercer des pressions sur l'Iran. Ils étaient prêts à soutenir les sanctions contre l'Iran. Aujourd'hui, en seulement 10 ans, une courte période, la situation s'est complètement inversée. L'Iran et la Chine ont compris qu'ils ne pouvaient plus dépendre du système financier occidental, ni y être liés d'une manière qui les empêcherait de s'en détacher. Ils sont donc obligés à New de créer une alternative. Ainsi, l'alternative s'exprime en partie à travers les BRICS. Il y a des informations selon lesquelles, d'ici la fin de l'année, Moscou mettra en place son propre marché mondial de l'or pour la fixation des prix, la vente et l'achat de l'or, indépendant du marché londonien des métaux précieux. Il s'en sépare donc. La Russie a désormais créé sa propre entreprise d'assurance maritime. On les appelle des navires fantômes. La seule raison pour laquelle on les appelle ainsi, c'est que ces navires ne sont plus assurés à Londres. Ils le sont désormais depuis Moscou. On assiste donc à la séparation de ces institutions clés de l'assurance et de la finance. Ils proposent une autre voie. Et la Chine et la Russie, il y a 4 ans, leur relation n'était pas aussi étroite. Et je sais que certains analystes pensent que la Chine nourrit depuis longtemps l'ambition de prendre le contrôle de la partie orientale de la Russie.
Je ne pense pas que ce soit le cas. Les Chinois n'ont jamais été des conquérants agressifs à aucun moment de leur histoire. Mais ce qu'ils ont compris, c'est qu'ils entretiennent un partenariat nécessaire et essentiel avec la Russie, qui n'est pas seulement économique, ni seulement politique, mais aussi militaire. Et ils se rapprochent, par exemple, aujourd'hui même, les Iraniens sont à Moscou pour rencontrer la délégation trilatérale, Russie, Chine et Iran. Ils discutent ouvertement du programme nucléaire iranien et de la manière dont la Russie et la Chine seront là pour aider à défendre l'Iran contre de futures attaques, ou du moins pour s'assurer que l'Iran dispose de ce dont il a besoin pour se défendre, puisqu'il a prouvé être tout à fait capable d'infliger plus de dégâts à Israël qu'Israël n'est capable d'en infliger à l'Iran. Ce qui m'inquiète dans cette façon de penser stratégique, c'est que tout semble être perçu comme un jeu à somme nulle. Autrement dit, tout ce qui est mauvais pour nos adversaires est supposé être bon pour nous, ce qui rend très difficile la critique de politique stupide. Comme vous l'avez mentionné, avec toutes les sanctions, à chaque fois qu'il y a une sanction sur les assurances, les banques, les devises, peu importe, la politique économique de l'hégémon que l'Occident politique détenait autrefois est sapée. À chaque utilisation de ces sanctions, les autres puissances réagissent en créant des alternatives. On finit donc, et cela semble être une règle clé des sanctions, par constater que si elles sont sévères et prolongées, le reste du monde apprendra à se passer de vous. Et il semble que c'est ce qui est en train de se produire. Mais sur le plan militaire, vous avez évoqué non seulement la coopération politique et économique, mais comment voyez-vous l'intensification de la coopération militaire entre l'Iran, la Chine et la Russie? Il semblerait donc que l'Iran ait récemment reçu plusieurs avions de combat avancés de la Chine. Je ne considère pas que ça soit crucial pour la stratégie militaire de l'Iran. Ils peuvent être utiles, peut-être pour renforcer la défense aérienne, afin de contrer des avions de combat israéliens. Mais la volonté actuelle de l'Iran, apparemment, d'accepter de l'aide est nouvelle. Vous savez, la Russie et la Chine ont toujours proposé d'apporter leur assistance à l'Iran. Mais avant le 13 juin, cette attaque du 13 juin, le camp plus modéré, les pragmatistes et d'autres, disait « Non, maman, s'il te plaît, je préfère le faire moi-même. Nous voulons être indépendants, nous voulons être amis avec vous, mais nous n'avons pas besoin de ce genre d'aide. » Eh bien, cela a changé maintenant. Ils ont reconnu qu'ils s'étaient trompés en adoptant cette approche, car le système de défense aérienne de l'Iran n'était toujours pas à la hauteur de celui d'Israël. Le seul système de défense aérienne efficace et éprouvé au combat dans le monde actuellement se trouve en Russie. La Chine possède un système, mais je ne connais pas ses paramètres techniques. Tout ce que je sais, c'est qu'il n'a pas été testé au combat contre une grande variété de systèmes. Alors que celui de la Russie a dû faire face aux Storm Shadow, aux roquettes HIMARS, aux obus d'artillerie. Toute une gamme de systèmes qui ont été utilisés contre lui et qui se sont révélés assez efficaces. Donc, le fait que l'Iran ait accès à cela est, je pense, un pas vers un changement de donne. Les États-Unis disposent d'une puissance militaire limitée. Cela a été, selon moi, le point le plus. Il y a un message stupéfiant qui ressort de cette année, de 2025. Que 2025 pourrait rester dans l'histoire comme l'année où le reste du monde a pris conscience des limites de la puissance militaire américaine et israélienne. Les limites des États-Unis ont été exposées en mer Rouge avec leur incapacité à vaincre les Houthis. Je veux dire, ce n'est pas comme si les Houthis étaient une puissance militaire pure. On les considérerait, vous savez, comme pauvres. Ils sont relativement en retard, selon les standards occidentaux.
Et pourtant, non seulement cela, ils ont forcé les États-Unis à se retirer de la mer Rouge, parce que cela devenait trop coûteux pour les États-Unis de maintenir leurs opérations. Un seul mois a coûté bien plus de 2 milliards de dollars. Je veux dire, ils ont perdu près d'1 milliard de dollars rien qu'en matériel, sans même compter ce que coûte le maintien du groupe aéronaval en mer. Et puis il y a Israël, qui a toujours vécu sous le mythe d'une machine militaire israélienne invincible. Maintenant, ils en sont à 21 mois de guerre contre le Hamas sans avoir réussi à la gagner. Et en plus de cela, leur dôme de fer s'est révélé être un échec, ayant été mis en pièces par des missiles balistiques iraniens et des missiles hypersoniques en plus. Et les Iraniens ont infligé des dégâts importants en Israël, fermant les 2 ports d'Ashdod et de Haïfa, ainsi que les raffineries situées dans ces 2 villes, l'aéroport international, et frappant des installations clés, qu'il s'agisse de leur équivalent du Pentagone, de la CIA, du FBI, des laboratoires de recherche, puis en touchant de véritables bases militaires. Donc tout à coup, si vous êtes l'Égypte, ou même la Jordanie, la Turquie et l'Arabie saoudite, vous allez réagir différemment. Vous allez réaliser, bon sang, Israël n'est pas invincible, et l'Iran possède en réalité une puissance et des capacités militaires impressionnantes. Ce que cela montre, c'est ce changement de perception. Et à l'avenir, je pense que cela va influencer certaines décisions politiques qui seront prises dans les 6 à 12 prochains mois. C'était aussi un grand attrait pour l'OTAN en Europe. C'est la seule institution de sécurité en Europe depuis la fin de la guerre froide. Donc, soit vous en faites partie, soit vous n'appartenez à aucune communauté de sécurité. Mais il y avait aussi l'idée que les États-Unis, en tant qu'hégémon militaire, auraient le dernier mot dans tout conflit à travers le monde. Cela était également largement admis par les Européens en Ukraine. Tant que la guerre, ou l'Amérique, resterait impliquée dans le conflit, elle finirait par l'emporter. Mais comme vous l'avez dit, ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Cela m'amène à une question sur l'Ukraine, car eh bien, d'une manière différente d'Israël, mais tout de même, elle semble s'épuiser de plus en plus. Ce n'est pas tenable. Quand on regarde les Russes mener la guerre, ils semblent renforcer chaque jour davantage leurs capacités industrielles. Ils recrutent de plus en plus de soldats, qui sont rassemblés à l'arrière pour Dieu sait quel projet. Mais l'Ukraine, elle, semble aller de mal en pis, jour après jour. Quels sont, selon vous, les principaux défis que l'Ukraine devra relever pour rester dans la lutte dans les mois à venir? Une main-d'œuvre qualifiée, qu'ils n'ont pas, et ils n'ont aucun moyen de l'obtenir. Vous savez, quand on prend du recul et qu'on évalue les 36-42 derniers mois, je pense que nous en sommes à environ 42 mois de cette guerre maintenant, les sanctions initiales qui étaient censées nuire à la Russie l'ont en fait renforcée. Cela a montré à la Russie, « Hey, tu vas devoir faire ça par toi-même. Et tu as toutes les ressources naturelles dans ton pays, donc tu n'as pas besoin de ces relations extérieures. » Et en conséquence, au cours des 3 dernières années, au lieu que l'économie russe parte en lambeaux, elle a connu l'an dernier une croissance de 4,4%. Cette année, le taux de croissance est en baisse à cause des politiques économiques russes visant à juguler l'inflation. Donc cela a diminué, tandis qu'en Europe, leur économie est en déclin et stagne. On observe une croissance stagnante ou négative au Royaume-Uni, en France et en Allemagne. Et l'Allemagne est en train de perdre son industrie. Certains fabricants importants quittent le pays. Certains s'installent aux États-Unis. Ils ont laissé le prix de l'énergie augmenter. Si l'Occident continue d'essayer d'imposer des sanctions sur le pétrole russe, tout ce qu'il va faire, c'est créer une pénurie sur le marché non approvisionné par la Russie, ce qui fera grimper le prix du pétrole et aggravera encore la situation. Donc, il y a cette pression économique.
Ensuite, il y a la question de savoir si l'Ukraine peut produire suffisamment d'armes. Munitions, obus d'artillerie, canons d'artillerie. Non, ce n'est pas possible. L'Ukraine n'a pas la capacité interne. Elle dépend de l'OTAN. Eh bien, ils se sont tournés vers l'OTAN. Donnons-nous ce que nous pouvons, mais faites attention, c'est urgent. Le drone Geran que la Russie lance coûterait apparemment environ $50 000 à fabriquer. La batterie de missiles Patriot, utilisée pour abattre l'un de ces drones Geran, tire jusqu'à 4 missiles Patriot. Chaque lanceur dispose de 16 tubes, et 4 des 16 sont lancés contre un Geran. Chacun de ces missiles Patriot coûte $7 millions. Je sais faire des calculs de base. Je peux multiplier. Cela fait $28 millions tirés pour détruire un drone à $50 000. C'est économiquement insoutenable, absolument insoutenable. Si Trump envoyait les 17 batteries dont il parlait, cela représenterait plus d'$1 milliard d'emblée. Et ensuite, on se heurte au problème. Il suffit de faire le calcul. Pour 10 batteries, il y a 4 lanceurs par batterie, donc un total de 40 lanceurs. Chaque lanceur dispose de 16 missiles, ce qui fait 640 missiles pour 10 batteries, et cela signifie que vous ne tirez qu'une seule fois. Lockheed Martin n'en fabrique que 550 par an. Donc si les 10 batteries tirent tous leurs missiles, bonne chance. Il faudra attendre une année de plus pour recharger. Voilà à quel point c'est insensé. Et à cela s'ajoute le problème de la main-d'œuvre, car vous savez, on l'a vu lors des récents échanges de corps de soldats morts. La Russie en a récupéré 19 l'autre jour, et ils ont remis 1000 Ukrainiens. Et les chiffres ont été de 1000. Ils ont remis près de 8000 corps au cours des 3 dernières semaines. Et le nombre total de morts côté russe est inférieur à 50. D'accord? Donc rien que là, c'est une preuve évidente des pertes disproportionnées que subit l'Ukraine. Et puis, quand on réalise que, vous savez, on peut recruter quelqu'un dans la rue, ça ne veut pas dire qu'il est prêt à savoir comment opérer dans un environnement de combat. Honnêtement, ce processus va prendre environ 1 an. Je recommande. Les gens peuvent aller sur YouTube et regarder des épisodes de la série HBO Band of Brothers. Band of Brothers portait la formation de ce régiment de parachutistes. Et cela donne une idée du temps nécessaire, car ils apparaissent en juillet 1942 et n'entrent en combat qu'en juin 1944. Presque 2 ans d'entraînement. Donc, au minimum, il faut environ 1 an de formation. L'Ukraine perd du personnel à un rythme insoutenable. Le moment viendra, je ne sais pas si ce sera la semaine prochaine, le mois prochain ou dans 6 mois, mais il arrivera un moment où cela s'effondrera. Cela va casser. La pression fera qu'ils ne pourront plus alimenter les effectifs dans les filières. Eh bien, cet épuisement des missiles, ou des missiles intercepteurs, rendant la conduite de la guerre insoutenable, c'était aussi un thème dans la guerre contre le Yémen, où ils utilisaient des drones assez bon marché, et les Américains devaient tirer leurs missiles très coûteux depuis des navires, puis retourner se réapprovisionner. En réalité, ce n'était tout simplement pas tenable. Mais les Russes accélèrent considérablement la production de drones. Alors, s'agit-il maintenant d'une contre-mesure? On parle simplement d'envoyer des Patriots. Est-ce juste destiné à essayer de sécuriser certains sites stratégiques, ou est-ce simplement du vent et le sentiment qu'il faut faire quelque chose? Oui, c'est comme si quelqu'un essayait de monter une tente en papier en plein ouragan. Elle va simplement être emportée. Les États-Unis ne disposent d'aucun système d'armes, à part l'arme nucléaire, qu'ils pourraient envoyer sur le théâtre d'opération et utiliser pour changer le cours de la guerre.
S'ils fournissaient une arme nucléaire, oui, cela changerait le cours de la guerre. Cela mènerait à la fin de la civilisation occidentale et causerait des pertes absolument incroyables. Mais je ne pense pas qu'ils soient aussi fous, du moins je l'espère. Mais jusqu'à présent, c'est inévitable. Tout comme la défaite de l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, après la bataille de Stalingrad, le sort de l'Allemagne était scellé. Et il l'a été encore davantage après la bataille de Kursk. Tout ce qu'il pouvait faire alors, c'était essayer de prolonger la guerre, tenter d'infliger plus de pertes aux Russes. Mais vous savez, les Russes pouvaient l'encaisser, et ils l'ont fait. Au final, ils ont prévalu. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Bien sûr, Poutine préférerait dire « Hey, trouvons un règlement négocié. Nous allons arrêter les tueries maintenant. » Mais voici nos conditions. Et les conditions n'ont pas changé. Le territoire, qui a été incorporé par plébiscite en septembre 2022, fait désormais partie intégrante de la Russie. Et si la Russie occupe des parties de Soumy et de Dnipropetrovsk, elle va les garder aussi, car ils ont répété à plusieurs reprises aux Ukrainiens « Partez, rendez-vous, et alors vous pourrez garder, par exemple, Dnipropetrovsk et Soumy. » Mais si nous devons y aller, et que nous nous sommes battus, que des hommes sont morts pour cela, nous le gardons. Donc c'est à vous de choisir. L'Ukraine est maintenant en mode désespoir, parce que jusqu'à la semaine dernière, ils disaient « Hors de question, nous n'allons pas participer à d'autres discussions avec la Russie. » Maintenant, cette semaine, ils disent « Hé, Russie, pouvons-nous nous rencontrer? Retrouvons-nous en Turquie cette semaine pour discuter. » Ils subissent d'énormes pressions de la part des États-Unis pour soi-disant régler ça, ou du moins donner l'impression qu'ils sont prêts à négocier. Mais ceux qui pensent que la Russie va assouplir sa position, je pense que la position de la Russie se durcit chaque semaine. En particulier, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire l'article que j'ai publié sur Sonar 21 l'autre soir, à propos de la guerre de la CIA contre la Russie. Mais cela était basé sur un article écrit par Tim Weiner dans Foreign Policy, le journal que j'appelle le journal de l'État profond, l'un des journaux de l'État profond. Et dans cet article, la thèse de Weiner était que des marionnettes contrôlées par la Russie sont désormais à la tête de la CIA à cause de Donald Trump. Il interviewe un ancien directeur des opérations, un certain Sylvester, et fait également des commentaires sur le prédécesseur de Sylvester, nommé Thomas Rikassin. Et ce que Rikassin a dit là-dedans, même si nous avons maintenant eu des révélations de Tulsi Gabbard cette semaine, selon lesquelles le Russia Gate était une pure fabrication, que la communauté du renseignement était au courant, et qu'au moins quelques analystes courageux et honnêtes ont essayé, c'était leur jugement. C'est ce qu'ils ont tenté de présenter. Et cela a été politiquement renversé par Barack Obama, qui a ordonné à James Clapper, John Brennan et James Comey de créer un récit alternatif. Ainsi, même s'ils savaient en 2016 et 2017 que c'était un mensonge, on voit ici Tim Weiner citer cet ancien chef des opérations de la CIA, l'homme responsable de tous les espions à l'étranger, en train de maudire la Russie et d'ordonner aux agents de la CIA de recruter des terroristes pour attaquer la Russie. Vous savez, il est possible que les Russes en aient déjà eu connaissance, mais une fois que cela a été publié, je pense que les Russes ont dû prendre du recul et se dire « D'accord, la CIA savait que c'était un mensonge. Ils savaient que le Russiagate, l'ingérence russe, était un mensonge. Et pourtant, voici leur chef des opérations, qui utilise un mensonge pour justifier le recrutement de terroristes. Ce sont ses mots, pas les miens, pour attaquer et détruire la Russie. Il n'y a aucune base pour la paix dans ces conditions. Eh bien, il y a eu un article, je crois que c'était il y a 2 ans,
également dans le New York Times, où ils ont reconnu que les États-Unis avaient effectivement pris le contrôle des services de renseignement ukrainiens. C'est-à-dire qu'ils les ont reconstruits de zéro afin de pouvoir les utiliser contre la Russie, ce qui a été une raison clé pour laquelle Poutine est intervenu en Ukraine en 2022. Mais j'ai trouvé intéressant, comme mentionné, tout l'épisode du Russiagate. Cela a vraiment été important pour mobiliser davantage de soutien afin de confronter la Russie et a rendu toute tentative de désescalade presque criminelle, la présentant comme une forme d'apaisement. Mais maintenant que nous savons ce que nous savons, eh bien, certains d'entre nous le disent depuis 2016, il est évident que le Russiagate était une vaste supercherie. Mais maintenant que c'est au grand jour, il n'est plus vraiment possible de contester qu'ils savaient que c'était faux et qu'ils l'ont quand même promu, simplement pour attiser les tensions. On pourrait penser que cela pourrait servir à désamorcer la situation. Maintenant que nous savons que la guerre a été fondée sur une fraude et que nous sommes en train de la perdre. Ce serait sûrement un moyen de changer le récit, car encore une fois, l'une des choses que font les agences de renseignement, c'est de contrôler le récit. Et maintenant que nous perdons la guerre, ne s'attendrait-on pas à voir des tentatives pour modifier le récit? Parce qu'il doit bien y avoir un plan, comme vous l'avez dit, puisque les Ukrainiens sont à bout de force. Nous faisons face à un effondrement dans un avenir pas si lointain. Pourtant, personne ne parle de paix. Personne ne reconnaît que peut-être les Russes avaient des préoccupations légitimes. Nous ne sommes peut-être pas d'accord avec la manière dont ils voudraient répondre à ces préoccupations, mais cette idée selon laquelle on ne discute pas des préoccupations de ses adversaires. Je veux dire, c'est bien si l'on veut attiser et aller vers la guerre. Mais maintenant que nous avons perdu la guerre, c'est-à-dire l'OTAN, nous avons perdu la guerre, il n'est pas nécessaire que ce soit une sorte de... Je trouve simplement choquant qu'il n'y ait toujours pas de changement significatif dans le discours, qu'on ne prépare pas suffisamment le public à ce qui arrive. Oui, c'est ça. La raison pour laquelle l'affaire Russiagate a été lancée contre Trump, ce n'est pas parce qu'il n'aimait pas sa personnalité, ni parce qu'ils n'aimaient pas son style. Et si les Européens ont collaboré avec la CIA, ce n'était pas seulement le MI6, mais aussi les services de renseignement français, allemands et d'autres agences européennes qui ont participé à cette tentative de présenter Trump comme un agent russe. C'est parce qu'ils craignaient ce que Trump faisait réellement, à savoir éloigner les États-Unis de l'OTAN. Et vous savez, c'était en fait assez drôle. La dernière proposition de Trump pour réarmer l'Ukraine, c'est en gros, « Hé, l'OTAN, vous nous donnez l'argent, on vous donne les armes. Mais c'est vous qui payez. Nous, on ne paye pas. » Maintenant, il ignore en quelque sorte le fait que les États-Unis restent le plus grand contributeur financier de l'OTAN. Donc c'est un peu comme si on se payait nous-mêmes. Mais en rejetant la responsabilité sur l'OTAN, on a vu, vous savez, Meloni en Italie. « Oh, désolé, on est fauché, pas d'argent ici. » Orban, « Non, non, on va pas jouer. » Fico, « Non, non. » Macron, « Non, non, moi je ne... » Donc tout à coup, ce récit qu'on entendait sans cesse, « Oh, l'OTAN est plus uni que jamais », il a disparu. Quand il s'agit de régler l'addition, tout le monde est occupé à chercher son chapeau sous la table, essayant de laisser l'oncle Sam là. C'est toi qui paies. Donc vous voyez, et s'ils ne paient pas, il faut être fou pour croire qu'ils recevront les armes. On en a déjà parlé. Même s'ils envoient les armes, elles sont complètement inutiles. Mais c'est en partie pour cela que l'affaire Russiagate a eu lieu, pour affaiblir Trump, afin qu'il ne puisse pas avancer vers une normalisation des relations avec la Russie. Parce que si vous normalisez les relations avec la Russie, vous n'avez plus d'excuses pour continuer à financer pleinement le complexe militaro-industriel. Ce que vous savez Trump fait,
jusqu'à 1000 milliards de dollars cette année. Donc il n'y a aucun relâchement à ce niveau-là. Et il continue d'inventer des raisons. Oh oui, il faut se préparer à faire la guerre contre la Chine. La Chine est une menace. Il y a donc tout un pan de la communauté du renseignement, pas seulement aux États-Unis, mais partout, qui a un intérêt direct à maintenir le conflit, à entretenir le chaos, afin de continuer à exister. Oui, cela m'amène un peu à ma dernière question. Eh bien, vous y avez répondu. Ce nouvel enthousiasme en Europe à l'idée que Trump finirait par rejoindre la guerre, et il semble qu'il en ait désormais fait sa propre guerre. Mais cet enthousiasme a semblé de courte durée, car ils se sont rendus compte qu'entrer en guerre signifiait « nous allons vous vendre des armes ». Oui, mais c'est un peu la question. L'Amérique a-t-elle les armes à vendre? Et l'Europe a-t-elle l'argent pour les acheter? Parce que vous avez évoqué le fait que les Européens sont fauchés, ou du moins qu'ils ne veulent pas débourser l'argent. Mais dans quelle mesure l'Amérique dispose-t-elle réellement des armes qu'elle veut vendre? J'ai entendu Trump parler de nombreuses batteries Patriot qui pourraient être envoyées par les Européens et que l'Amérique finirait par les remplacer. Quelle est la réalité? Parce qu'il semble y avoir beaucoup de vent autour de tout ça. Il a parlé d'un pays européen qui aurait beaucoup à envoyer, mais j'aurais aimé savoir lequel. Que se passe-t-il réellement avec cette annonce de l'Amérique qui rejoint la guerre? Oui, non. Tu l'as formulé exactement comme il fallait. Du vent. Ce ne sont que des paroles, sans grand-chose de concret derrière. Je veux dire, encore une fois, rien qu'avec la production de missiles Patriot, supposons qu'on puisse produire une batterie de missiles Patriot en un an. Actuellement, si tu examines différents systèmes d'armes, comme le chasseur F-35, il semblerait qu'il faille entre 18 et 24 mois pour en produire un. Le bombardier B-2, 18 mois. Le char M1 Abrams prendrait apparemment entre 18 et 24 mois à produire, et cela en partant du principe que la coque du char est déjà construite. Ils ne font que le rénover pour le moderniser. Le nombre total de missiles Patriot produits par an était de 550. Ils disent qu'ils pourraient peut-être atteindre 700. Ce qui, quand on y réfléchit, 700, ça veut dire qu'on construit assez de missiles pour équiper 25 batteries différentes. Enough missiles to fire out of 25 different batteries. It's nothing. I mean, ce n'est rien. Je veux dire, quand on regarde la Russie la semaine dernière, un jour, elle a tiré 500 drones et missiles. Le lendemain, 150. Un autre jour, 700. Puis de nouveau 550. Ces volumes sont énormes. Et quand on considère que pour chacun de ces drones, il aurait fallu tirer 4 missiles Patriot, il aurait fallu quelque chose comme 3000 missiles Patriot, qui n'existent pas. Les obus d'artillerie de 155 mm, ils sont censés en produire environ 60 000 par mois, mais il s'avère qu'ils ne peuvent en faire que 40 000 par mois, ce qui fait environ 1,5 million par an. Eh bien, la Russie en produit, je pense, de l'ordre d'1 million par mois, rien qu'elle-même. Donc, il n'existe pas un seul système d'armes en Occident où ils sont capables d'assurer une production robuste, une production de masse, à grande échelle, pour fournir un taux de remplacement qui pourrait être attendu dans un environnement de combat moderne. Alors que la Russie a démontré qu'elle l'a fait, cas après cas, avec des chars, des obus d'artillerie, des canons d'artillerie, des drones, des avions de combat, des missiles de croisière, des missiles hypersoniques. On peut remonter à avril, mai et juin 2022. Il y avait au moins un article par semaine, parfois tous les 2 jours, sur le fait que la Russie allait manquer de missiles. Oh, d'un jour à l'autre, Iskander ou Kinzhal, ils seront épuisés, ils n'en auront plus. Au lieu de cela, ils les produisent à grande échelle.
C'est là que l'Occident est dans le déni et se berce d'illusions sur sa capacité à, je cite, approvisionner l'Ukraine. Il n'a pas la capacité de fournir et de soutenir un combat moderne en Ukraine. Oui, le terme délirant, je pense que c'est une très bonne description, parce qu'il semble que nous nous soyons complètement épuisés dans la guerre contre la Russie. Nous nous sommes aussi épuisés maintenant au Moyen-Orient. Et à ce stade, nous ne sommes pas seulement épuisés militairement, mais aussi économiquement. Et en termes de légitimité politique. Et maintenant, il semble que nous nous retournions les uns contre les autres, c'est-à-dire avec des tarifs douaniers et des guerres commerciales. Il n'y a plus vraiment de loyauté entre nous. Et malgré tout cela, on parle encore de la nécessité d'affronter la Chine. C'est juste, on ne fait que s'entêter, on dirait. Il n'y a pas de retour en arrière. J'ai du mal à voir comment tout cela pourrait bien se terminer, ce qui m'inquiète un peu. Que va-t-il se passer? Désolé, ce sera ma dernière question. Que va-t-il se passer en Ukraine lorsque le pays commencera à s'effondrer? Parce qu'on voit bien que les lignes de front craquent. C'est comme ça depuis un moment. Mais les Russes continuent d'intensifier leurs attaques, d'accroître leurs conquêtes territoriales, d'augmenter le nombre de soldats ukrainiens qu'ils tuent, encerclent ou font prisonniers. On constate aussi une augmentation des désertions du côté ukrainien. Et il n'y a rien que nous puissions faire pour inverser la tendance ici. Que va-t-il se passer lorsque l'Ukraine commencera à s'effondrer, non seulement militairement, mais aussi maintenant que l'on observe des fissures dans la cohésion politique? Il ne semble pas que nous soyons prêts à réduire notre engagement, mais nous ne pouvons pas non plus entrer en guerre. Nous n'avons plus vraiment d'armée. Nous avons aussi donné notre matériel. Alors, que voyez-vous se profiler? Donc, la seule chose dont je suis certain, c'est qu'il y aura une vague de réfugiés ukrainiens se dirigeant vers la Pologne, vers la Roumanie, vers les États voisins. Ils fuiront pour traverser la frontière parce que les Russes arrivent. Je m'attends pleinement à ce que la Russie prenne le contrôle de Kiev, qu'elle prenne le contrôle d'Odessa et qu'elle ne s'arrête pas tant que la Transnistrie ne sera pas également sous son contrôle. Et que cela se produise cette année ou l'année prochaine, c'est là que cela finira, inévitablement. À ce moment-là, nous devons envisager deux scénarios différents et considérer les deux extrêmes. L'issue préférée serait que l'Occident admette « D'accord, oui, nous avions tort. Négocions avec la Russie sur ce qu'ils appellent les causes profondes, c'est-à-dire l'OTAN, et revenons à l'examen d'un accord de sécurité que Poutine avait proposé à Joe Biden en décembre 2021, qui a finalement été rejeté par cet idiot d'Anthony Blinken. Mais ils parviennent à une sorte d'accord avec un règlement négocié. Chacun retourne dans son camp. De nouvelles élections seront organisées en Ukraine. Mais la Russie va jouer un rôle important, car elle ne veut pas qu'un autre gouvernement de type Bandera arrive au pouvoir et commence à financer le terrorisme et la guérilla à l'intérieur de la Russie. La possibilité la plus inquiétante, c'est si nous suivons la rhétorique venant d'Allemagne, en particulier de Merz, puis de ce général allemand à l'allure étrange, Freudig, je ne suis pas certain de son nom. Et par-dessus tout, les commentaires du commandant européen, le général Donahue, l'autre jour, évoquant une attaque contre la Russie. Vous pourriez donc voir des attaques militaires contre des actifs russes dans la Baltique, la possibilité d'une attaque de l'OTAN contre Kaliningrad et ou l'insertion de troupes de l'OTAN en Ukraine, auquel cas elles deviendraient des cibles. La Russie a clairement indiqué que toute attaque, en particulier avec des missiles à longue portée, menée contre la Russie par des forces de l'OTAN, entraînerait alors des représailles à l'intérieur de ces pays de l'OTAN. Donc, tout ce qui partirait d'Allemagne, de France ou du Royaume-Uni
Je suis sûr qu'il recevrait la visite de M. Oreshnik. Le seul missile hypersonique de portée intermédiaire, ce n'est pas un missile balistique, il est hypersonique, ce qui signifie qu'il est dirigeable, manœuvrable, et qu'aucun système de défense aérienne au monde ne peut l'arrêter. J'espère donc une issue diplomatique, mais je crains que nous ne soyons confrontés à une issue bien plus proche de l'option militaire. Oui, c'est la partie étrange. Si l'OTAN s'implique directement maintenant dans une guerre ouverte avec la Russie, ce sont en fait les Allemands qui pourraient nous y entraîner. C'est quelque chose que nous aurions considéré comme très improbable il y a seulement quelques années. Oui. Eh bien, merci encore pour vos analyses. Tu sais quel est le problème ici, Glenn? Personne ne suit tes cours ni ne t'écoute. S'ils étudiaient l'histoire, ils pourraient peut-être apprendre quelque chose. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ce film, plus d'une fois. On peut deviner comment cela va se dérouler. Et c'était aussi inutile. Encore une fois, je rappelle sans cesse que le principal objectif de la politique étrangère de la Russie après la guerre froide était de s'intégrer à l'Occident politique, et que sa principale préoccupation en matière de sécurité était l'inverse, c'est-à-dire les efforts visant à développer ou à construire une Europe sans la Russie, ce qui est inévitablement devenu une Europe contre la Russie. L'idée que nous pouvions simplement maintenir le plus grand pays d'Europe en dehors de l'Europe, en ravivant le bloc militaire de la guerre froide et toute la logique de la guerre froide, une structure à somme nulle, tout axée sur la sécurité, aurait dû être très prévisible. Je me souviens que lorsque j'ai rédigé ma thèse de doctorat à ce sujet, il y a plus de 10 ans, on m'a dit « Non, 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 l'OTAN n'est pas à somme nulle. C'est la Russie qui a une mentalité à somme nulle. Ce n'est pas que nous nous étendons à leurs frontières. Ce n'est pas que nous y plaçons des missiles. C'est juste que la Russie perçoit cela comme une menace. Mais c'est simplement, vous savez, dans leur tête. » C'est assez incroyable de voir comment nous en sommes arrivés là. Vous savez, et quand on regarde en arrière, en particulier dans les années 1990, ce serait une chose si, avec l'effondrement de l'Union soviétique, un homme fort avait pris le pouvoir en Russie, en appelant à renforcer l'armée, en prônant des actions militaires agressives contre les pays voisins et en menaçant le monde. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. C'était tout le contraire. La Russie disait « Hey, veux-tu être mon ami ?» Et à chaque fois, ils se sont fait avoir comme des idiots, jusqu'au moment où ils ont finalement mis Poutine en place pour dire « Hey, il faut arrêter l'hémorragie, mon vieux. » Et pourtant, dès l'arrivée de Poutine, encore une fois, Poutine ne s'est pas lancé dans, vous savez, l'exportation de révolutions de couleurs dans d'autres pays, la version russe. Et le fait de ne pas reconnaître que la Russie n'était plus un État communiste, mais un État autoritaire. Oh, bon sang. Et pourtant, tout cela a servi à renforcer un récit occidental qui a contribué à créer une justification pour attaquer la Russie et la démanteler. Malheureusement, l'Occident a fait un mauvais pari. Ils ont oublié que la Russie était totalement autosuffisante en ressources naturelles. Et vous savez quoi? Vous pouvez les isoler, mais vous ne pouvez pas les démembrer. Personne n'a tiré les leçons de l'histoire. Certainement pas. Et encore une fois, alors que nous nous sommes ingérés dans des élections à travers révolution de couleur après révolution de couleur, cela a fini par le Russiagate, en les accusant d'ingérence dans l'élection. On ne pourrait pas inventer ça. Mais nous avons maintenant cette mentalité étrange en Europe. Si vous soulevez ce sujet, cela signifie que vous prenez le parti des Russes. Mais personne ne peut m'expliquer en quoi tout cela a renforcé notre sécurité. Pourquoi? Parce que c'est soi-disant pro-russe. D'une certaine manière, cela était censé être bénéfique pour la sécurité occidentale.
Je veux dire, il y a ici une mentalité très simpliste et tribale qui prévaut désormais. Oui, absolument. Absolument. Merci encore pour votre temps et j'apprécie toujours votre point de vue sur les choses. Je vous remercie pour l'invitation et j'ai toujours plaisir à discuter avec vous. Merci, Glenn. Glenn.